Enfin, ces années-là, c'est mes années préférées d'études. Les gens, généralement, ils disent que c'était le lycée pour eux. Ouais. Moi, ça a clairement été le collège. Pour la Ah politique, ouais, ou mon c'est père, pour ça, c'est fou. Hein. Ah, mon père, c'est fou. Mon père, il connaissait tout à la politique pakistanaise. Et en fait, à un moment donné, il a eu un accident où il a glissé et il est tombé de tout en haut. Il est tombé par terre. Mais on n'a jamais, en tant que personne d'origine immigrée ou résident des quartiers, on n'a jamais voté parce qu'on était content de voter pour un parti. Est-ce que tu te vois t'arrêter aux élections municipales ou est-ce que tu aimerais aller plus loin? Non, c'est clairement aller plus loin. Aujourd'hui, effectivement, l'objectif principal, c'est une première étape, je pense, dans un parcours politique. Les municipales, c'est une première étape. Mais je pense que l'objectif, c'est représenter. Pour moi, l'objectif, c'est représenter. Okay, j'ai envie que des personnes qui aujourd'hui se sentent mises à l'écart du système politique se sentent enfin représentées. Et ils ont besoin d'être représentés à Strasbourg. Donc déjà, il y a un premier échantillon à représenter à Strasbourg. Et par la suite, je suis persuadé qu'il y a encore énormément de travail à faire à l'échelle nationale. Ça ne veut pas dire que moi, je m'engagerai forcément dans d'autres élections par la suite, hein, mais ça veut dire qu'en tout cas, je serai impliqué pour aider d'autres personnes ou en tout cas voilà, travailler sur d'autres projets par la suite. C'est pas mon objectif ultime, c'est pas les élections municipales de Strasbourg. C'est une première étape dans un parcours, mais comme dit, voilà, on verra au jour le jour. Ça veut dire, moi, tu sais, j'ai pas envie d'être en mode carriériste. J'ai pas envie de faire maire, puis député, puis ministre, puis président. C'est pas ça, pour moi, c'est pas un jeu vidéo. J'ai pas envie de monter des paliers comme ça. Non, moi, c'est en fonction des besoins qu'il y a actuellement, bah tu vois. Et en fonction des enjeux actuels, bah, j'essaie de mettre ma pierre à l'édifice. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai toute ma place à jouer sur l'échiquier politique strasbourgeois. Et c'est pas que moi qui le dis, hein, quand on est sur le terrain et que les habitants se sentent rassurés par le fait qu'il y a des personnes comme ça qui arrivent à s'engager pour la ville, je pense avoir ma place à jouer. Je pense que notre collectif et notre parti politique a sa place à jouer à Strasbourg. Après, pour les prochaines étapes, on verra sur le moment si on a notre légitimité et notre rôle à jouer dans de futures échéances. À un moment donné, tu as parlé de la lutte contre la corruption. Bon, c'était ton père qui était un peu sensible par rapport à ça. Je pense qu'il y en a en France. On la connaît moins, peut-être qu'elle est sous d'autres formes. Est-ce que par exemple, parce que tu parles de besoin, est-ce que tu aimerais par exemple te pencher sur ce besoin-là? Est-ce que tu as une sensibilité en fait dans la politique, lutter plus sur un domaine que sur un autre? Aujourd'hui, moi je le vois surtout sur Strasbourg. Moi je te parle de ce que je vois. Okay, après les médias c'est autre chose. Des fois tu as une vision sur les médias qui n'est pas forcément la réalité de terrain. Donc moi je vais te dire ce que je vois moi, c'est qu'aujourd'hui les inégalités en France, à Strasbourg, se creusent de plus en plus. Okay, les personnes ne sont pas sur un même piédestal, ou en tout cas il n'y a pas les mêmes chances pour tout le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, et c'est pour ça aussi que je commence par l'engagement municipal, et que je pense qu'aujourd'hui, une municipalité a tout son rôle à jouer sur le fait de mettre tout le monde à un seuil minimal pour commencer, que ce soit pour les études, que ce soit pour les aides, pour le transport, pour la mobilité, etc. Pour que chacun ait un minimum syndical que la municipalité te donne et qu'après tu peux avancer. Donc moi mon combat aujourd'hui c'est la représentativité et c'est aussi lutter contre ces fractures sociales qui existent aujourd'hui beaucoup à Strasbourg. Quand tu le vois, l'endroit où on va aller actuellement, ça va clairement répondre à ta question, mais tu le vois à Strasbourg, on a des frontières entre les quartiers. On a des frontières entre les quartiers, pourquoi? Parce que le centre-ville n'a pas les mêmes infrastructures que des quartiers, des QPV à Strasbourg. Tu pourras jamais dire que l'Elzo a les mêmes
les mêmes infrastructures que quartier du centre-ville ou Robertso, Orangerie, Vaken. C'est pas du tout la même chose. Les écoles ne sont pas les mêmes. Donc quand je te dis qu'à l'Esplanade, on va descendre ici. Quand je te dis qu'à l'Esplanade, on avait énormément de moyens. Le collège il m'a donné énormément d'opportunités. Je sais très bien qu'à la Méno, il n'y a pas un collège qui m'aurait donné ces opportunités-là. Moi, je t'ai ramené dans ce quartier-là, qui est le quartier de la Méno. C'est le quartier où j'habite depuis toujours. Et c'est un quartier qui m'a fait réaliser beaucoup de choses. On va juste laisser les personnes passer. Il m'a fait réaliser beaucoup de choses. Je ne sais pas si tu le sais, le slogan de notre mouvement, c'est Strasbourg sans frontières. Ok. Sans frontières entre quoi? Entre les quartiers. C'est-à-dire qu'on ne veut pas d'inégalité entre les quartiers. Okay, on veut les mêmes chances pour tous les quartiers, les mêmes subventions qui sont données aux associations de tous les quartiers, davantage investir dans toutes les écoles, donc voilà, pas prioriser certains quartiers. Enlever ces barrières et ces frontières qu'il y a entre les décideurs politiques et ceux qui subissent les décisions. Okay, donc avoir un système de concertation. Et ensuite, au sein même d'un quartier, il peut y avoir des frontières. Et au sein de ce quartier-là, il y en a. Et cette route-là, pour moi, en est une. Parce que de ce côté de la Méno et de ce côté de la Méno, c'est deux mondes différents. Okay. Ce côté-là de la Méno, c'est le sous-quartier qu'on appelle, c'est une sorte de maille, on va l'appeler la Plaine des Bouchers. Okay. C'est un quartier un peu industriel. Okay. Eux, ils font leur vie. Les entreprises, elles font leur vie et ça avance. Et ceux de l'autre côté, ils n'ont pas trop de lien avec eux. Pourquoi? Parce que, étonnamment, les habitants du quartier de la Méno ne travaillent même pas dans les entreprises qu'il y a à la Méno. Oui. Tu vois. Et pourquoi je parle de ça? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, des jeunes qui cherchent des stages à la Méno, il y en a énormément. L'autre jour, on était à la rencontre de certains habitants à la Méno. Ils nous parlaient du fait qu'aujourd'hui, les jeunes n'ont pas de stage. Alors qu'on est dans un quartier où il y a énormément de jeunes et il y a énormément d'entreprises. Mais les jeunes n'arrivent quand même pas à trouver de stage. Tu vois, ça veut dire que là, imagine-toi, il y a un mur de Berlin entre ce côté-là et ce côté-là. C'est inimaginable qu'aujourd'hui, dans un quartier où il y a plein d'entreprises, un jeune du même quartier n'arrive pas à trouver de stage. Donc ça, c'est des questions que, voilà, c'est des choses que j'ai réalisées dans ce quartier-là. Et on va aller un peu plus loin, je vais te montrer aussi autre chose. Ici, on a la route de la Méno. La route de la Méno, elle va séparer le quartier en deux. Okay. On a le côté gauche, ça va être maison pavillonnaire, de très belles maisons, jardins, pour certains même des piscines. Enfin, là, c'est très bien. Et du côté droit, donc en fait c'est là, hein, c'est cette route là. Du côté droit, voilà, c'est pas la même vie qu'à gauche. Ouais. Ok. Et là c'est pareil. C'est-à-dire que quand tu prends la Méno sur Google Maps, tu dézoomes. C'est vraiment les photos que tu vois sur Instagram. T'as deux mondes qui sont vraiment différents. D'un côté, tu as des tours qui font 12 étages et ici, tu as de belles maisons avec des piscines, etc. Et ils ont c'est quoi ça? C'est 6 mètres, 5 mètres d'écart. Tu vois. Donc au sein même d'un quartier, les inégalités, elles sont présentes. Je sais pas pourquoi on passe par là, alors qu'il y a un trottoir. C'est le caméraman. Mais voilà, donc ce quartier-là, ils sont passés au rouge aussi. Voilà, et là le monsieur il roule sur les voies de vélo parce qu'il comprend même pas comment est-ce que ça a été fait. Et voilà, les travaux. Donc voilà, c'est le quartier où j'ai grandi ici, même si, alors, j'y ai habité mais j'ai pas vraiment grandi, en vrai j'ai menti. Moi j'ai grandi à l'Esplanade. Parce que j'ai étudié là-bas, j'ai étudié au Conseil des 15, donc c'est quartier des 15. J'ai étudié au Collège international de l'Esplanade et après j'ai étudié au Lycée international des Pontonniers. Donc en fait j'ai jamais été ici, mais je dirai pas où. T'habites dans un... Non, je communique pas mon adresse aux journalistes. Non mais... Non. Dans une maison ou dans un appart? Non, dans un appartement. C'est dans le... Ouais, moi je suis dans le côté droit du quartier, moi je suis pas encore à gauche. Peut-être un jour, hein. Si je deviens maire, je vais à gauche. J'ai trop... Et moi je vous le dis, hein, le quartier de la Méno, je l'aime trop.
Et si je deviens riche un jour, je reste à la Méno, mais du côté gauche. Parce qu'il y a vraiment de très belles maisons. Le côté droit, donc à notre droite. Ok, parce que là j'attendais de voir vraiment les images. Les immeubles, je les ai moins vus. Enfin, le pavillon, ça après, va. ils sont pas moches. Hein. Côté droit, les immeubles ne sont pas moches. À part la tour. Les regarder. À part la tour qui est franchement bien moche. Je pense que d'ici quelques années, elle va finir détruite. Dans le quartier, il y a eu un très grand renouvellement urbain qui a fait que ce quartier s'est beaucoup développé. À l'époque, le quartier de la Méno, c'était vraiment le quartier. C'était chaud à la Méno, hein. Très très chaud à la Méno à l'époque. J'ai pas vécu. Brûlée. Ouais, mais je l'ai pas vécu. Est-ce qu'il y a des guerres de. Parce que je sais qu'à Mulhouse, il y a ça, après Strasbourg, je connais pas trop. Hey, Strasbourg, c'est chill. Strasbourg, faut pas croire, hein. Strasbourg, c'est. Il n'y a pas des guerres de quartier un peu. Alors, il peut y en avoir, mais c'est pas. Regarde. Un peu d'animation. Documentaire policier, Strasbourg, t'en trouves un seul. Ouais. Paris, il y en a 20 millions. Lyon, il y en a 20 millions. Nice, il y en a, mais tout le temps. Hier, j'en ai regardé un. Mais Strasbourg, t'en trouves pas. Hein. Il y a un documentaire policier sur Strasbourg. Et ça en dit long. C'est-à-dire que les journalistes, ils n'ont pas assez à gagner ici à Strasbourg. Ce qui est très rassurant pour nous. Donc, effectivement, il y a un sentiment d'insécurité à Strasbourg. Mais les chiffres parlent et ils le montrent. Le plus d'incivilité qu'il y a à Strasbourg, c'est au centre-ville. Sachez-le, hein, c'est même pas dans les quartiers. Sachez-le, c'est une vraie donnée. J'ai travaillé sur les chiffres moi-même, j'ai aucune raison de vous mentir. Dans les quartiers, les incivilités qu'il y a le plus à Strasbourg, déjà pour vous dire, c'est les vols. Ok. Donc, ça, c'est les plus grosses incivilités à Strasbourg, c'est les vols. Ensuite, c'est les agressions. Ensuite, tu as les incendies. Il y en a pas mal aussi. Incendies de poubelles, très régulièrement. Mais à part ça, il n'y a pas. C'est pas la Seconde Guerre mondiale ici. Hein. Moi, j'ai jamais vécu. Sauf quand j'étais au collège. Une fois, il y a le collège Vauban qui a attaqué le collège de l'Esplanade. Et ça, par contre, ça m'a marqué. Ah ouais. Mais à part ça. On n'est pas à l'abri, même. Oui, mais ça, c'est des rivalités quand on est petit. Ça, c'est autre chose. Ok. Mais c'était quand même arrivé avec des. Ça, en vrai, est-ce que tu penses que. Ouais, c'est quand même un peu grave. Hein. Ouais. Mais tu penses qu'avec le temps, ça peut évoluer parce que des fois, enfin, la Gen Z et tout, est-ce que tu penses qu'ils sont pas un peu plus enclins à. Est-ce que tu penses que ça va rester stable ou. À faire la guerre? Est-ce que tu penses que la violence, elle est en train de tendre à augmenter ou non, en fait, ça va, c'est stable? J'ai quand même l'impression que la violence devient un moyen de communication, mais qu'on nous pousse à utiliser ce moyen de communication puisque la parole semble ne plus suffire. Je dis pas qu'il faut être violent, mais je dis simplement qu'aujourd'hui, les moyens non formels d'engagement politique, je ne sais pas si tu as fait la SES en seconde, mais faire des manifestations, faire des sit-ins, s'asseoir par terre, s'enchaîner à des arbres, etc. C'est ce qu'on appelle des manifestations non formelles, mais ça reste un engagement politique. C'était dans le chapitre d'engagement politique que j'avais appris ça en SES. Ce qui veut dire, on peut tourner là, ce qui veut dire que, en général, attends, je me suis perdu dans ce que je disais. On parlait de la violence qui tend à augmenter, tu as parlé des gens qui faisaient des manifs, qui s'attachent aux arbres, qui s'assoient par terre, etc. Pourquoi je parlais de ça? Je sais plus pourquoi je parlais des gens qui s'attachent. Est-ce qu'il y a des gens qui s'attachent aux arbres à Strasbourg ou... Ouais, je pense, je sais pas. Moi, j'ai jamais fait l'expérience. Pourtant, j'en ai fait beaucoup de manifs, mais je ne me suis jamais attaché à un arbre. Sur la question du logement, c'est là où moi j'ai envie de travailler, c'est les logements qui sont aujourd'hui vacants. Strasbourg compte plus de 8000 logements vacants à Strasbourg. 8000 logements, c'est énorme. Ces logements-là, c'est des logements sociaux qui sont attribués à des gens qui ne les utilisent pas et qui les utilisent comme logements secondaires. Okay, des fois, ils n'habitent même pas en France, ils sont dans d'autres pays et ces logements, ils restent vides. L'idée pour moi, c'est dans un premier temps, ces personnes-là qui ont des logements vacants, tu les taxes. Tu augmentes les taxes, tu taxes ces logements vacants et par la suite, au bout d'un an, au bout de 2 ans, parce que je crois qu'il y a une limite de 2 ans, au bout de 2 ans, tu réquisitionnes ces logements. Et à ce moment-là, tu les redistribues aux personnes qui sont en réelle nécessité, aux familles monoparentales, aux personnes en réelle situation de précarité. Strasbourg, c'est quand même une ville qui accueille beaucoup, okay, donc il faut quand même de la place. Et je pense que ces logements vacants, ils auront cette utilité-là. Tu as les sans-abri
qui ne manque pas à Strasbourg, qui ne cesse d'augmenter. Et en fait, cette solution-là, si tu travailles sur cette question des logements vacants, tu résous énormément de problèmes. Sachant que pour moi, même les logements sociaux, il faut un suivi continu. Tu as des gens, ça fait 50 ans, ils habitent dans des logements sociaux. Et normalement, tu vois, quand tu es au début, tu rentres dans un logement social, il y en a qui évoluent. Il y en a qui évoluent, voilà, ils ont réussi à se stabiliser, qui ont une belle vie professionnelle. Ils n'ont plus besoin d'un logement social. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut un accompagnement, il faut un suivi de la municipalité. Genre pour moi, il faudrait tous les 5 ans que la municipalité fasse un suivi par foyer. Ok, est-ce que vous en avez encore besoin? Si oui, bah ok, vous le gardez. Et sinon, on vous propose autre chose et bonne chance pour la suite. Et c'est pas jeter les gens. C'est simplement, aujourd'hui, il faut qu'on priorise. Et à Strasbourg, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à faire. Prioriser, c'est un mot, je crois qu'aujourd'hui, on ne connaît pas. Il faut prioriser les endroits où on met de l'argent. Et il faut aussi prioriser les personnes qui sont en réelle situation de vulnérabilité. Quand aujourd'hui, tu gagnes un salaire de 4 000 € par mois, tu n'as pas besoin d'un logement social. Okay, même si oui, aujourd'hui, il y a la crise économique, à 4 000 € par mois, tu n'as pas besoin de logement social. Et moi, je te le dis, il y a des élus à Strasbourg actuellement qui donnent des logements sociaux à des connaissances, à des amis. Quand tu parlais de corruption avant, moi, je considère ça comme de la corruption. C'est tu achètes les gens en leur donnant des privilèges. Et un logement social, c'est un privilège pour certains. J'ai travaillé au sein de la municipalité, c'est les agents de la municipalité qui m'en ont parlé. Ils m'ont dit que oui, bien sûr, ça existe. Moi, je suis naïf, je pense que non, ça n'existe pas, mais ils me le disent eux-mêmes, ça existe. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas normales. Et imagine 8 000, 9 000 logements en plus. Bien sûr, ouais. Et ces 8 000, 9 000 logements, sans devoir construire, c'est-à-dire c'est des solutions, tout de suite, tu les trouves. Tu n'attends pas le fameux projet 2035 où un de ces quatre, il y aura des logements en plus. Tu vois? Ok. Tu disais que c'est pas jeter les gens, mais est-ce que parce que moi je trouve ça assez subtil, ça peut être subtil à mettre en place dans le sens où est-ce que surtout que ton électorat tu favorises un peu, enfin tu es concentré sur les quartiers populaires. Totalement. Et après tu vas amener le fait qu'il y a peut-être des personnes qui ils vont considérer comme être délogées de leur logement social. Est-ce que tu n'as pas peur Non, il faut être juste. C'est-à-dire, effectivement, aujourd'hui, peut-être qu'on pourrait me le reprocher, c'est pas un problème, mais les personnes qui vont être dérangées, c'est les personnes qui profitent du système. Okay, et moi, aujourd'hui, pour moi, c'est la justice pour tous. Il faut les mêmes droits pour tous. Et c'est le cas pour les habitants de la rue Berceau-Orangerie, même s'il n'y a pas beaucoup de logements sociaux là-bas, et pour les quartiers, et même au sein du quartier, faut être égal. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui profitent. Que ce soit des personnes il y a des gens qui habitent à l'Orangerie qui ont des logements sociaux à l'Elzo, hein, pour te dire. Donc, c'est de ce genre de profil dont je suis en train de parler aujourd'hui. C'est surtout ça. Et moi, je t'ai parlé de logements vacants. Hein. Oui, ouais. Donc à la base, moi, les 9 000, c'est les logements vacants. Il n'y a personne dedans. Mais en plus de ça, moi, je vois encore plus loin. C'est-à-dire, une fois que ces 9 000 logements ils sont débloqués, moi, je vois encore plus loin, c'est faire un suivi des logements sociaux, avoir un chiffre précis de tous les logements sociaux utilisés, tous les logements sociaux vides. Et à un moment donné, moi je ne veux pas faire de Strasbourg une ville où il y a des tours comme ça dans tous les sens. Moi je n'ai pas envie que Strasbourg devienne une ville où voilà, tu dois lever ta tête dans tous les sens. Non, pour moi Strasbourg ça a son charme et il faut essayer de le garder. Et pour moi, il faut aller les chercher autre part ces logements et libérer. Bon après, là je te parle surtout de logements sociaux. Hein. Les privés, c'est pas notre problème. Mais les logements sociaux, ils doivent être utilisés pour les personnes qui en ont réellement besoin. Ok, moi je pense que c'est un défi. Ça sera un défi de pouvoir identifier qui en a vraiment besoin ou pas, parce que du coup, établir ta liste de critères en fonction de. Mais c'est à la municipalité de le faire. C'est quoi, ça sert à quoi une municipalité alors? C'est ça que je te dis, c'est qu'aujourd'hui la politique elle se fait depuis des bureaux. Et il est là le problème. C'est que non, la politique elle se fait sur le terrain. Tu vas voir les gens, tu fais un suivi régulier, tu regardes si les factures sont payées, tu regardes comment se passe le logement, tu fais un suivi en fait des personnes qui ont eu un logement social
attribués. Tu peux pas en fait, moi j'arrive pas à imaginer des gens effectivement au tout début, c'est normal. Je sais pas, tu te maries très jeune, tu as un enfant, c'est compliqué. Oui, effectivement, tu as le droit à un logement social, mais à un moment donné, tu vas commencer à travailler. Peut-être que ta femme va travailler, ton enfant il va grandir, il va travailler aussi. Tu as 3 salaires à la maison, tu n'as plus besoin d'un logement social. Et tu as des gens qui vont avoir ce logement social. À un moment donné, peut-être qu'ils vont avoir une maison en plus, mais ils vont garder le logement social. Et il y en a beaucoup des gens. Donc finalement, rétablir un peu une justice au niveau des droits qui sont donnés. Totalement. Et c'est comme ça que demain, je vais pouvoir penser les fractures sociales. Quand je dis penser, c'est soigner et réparer ces fractures sociales. Ça commence ici. Ok, d'accord. Et ça, personne ne te le proposera. Alors, cette mesure-là, personne ne va t'en parler. Pourquoi ? Parce que les logements, c'est quelque chose de sensible, etc. Et on va parler de renouvellement énergétique. Très bien, on va te parler de construire des logements. Je sais pas, on va les construire sur cette maison. On ne peut pas construire plus. À un moment donné, il y a encore de la place à Strasbourg, mais il y a un moment où tu n'auras plus de place pour construire davantage. Tu vois ? Il faut arrêter d'être dans une vision pas réaliste et pas concrète. Moi, franchement, là, ce que je te dis, c'est demain, tu deviens maire, au lendemain, tu peux commencer à travailler sur cette mesure. Demain, ceux qui disent, ouais, on va construire des logements, etc., mais faites-le, hein, mais j'aimerais bien voir où, comment et qui va les payer. Après, vos logements aussi. Je pense que quand ils disent construction de logements, c'est un peu du coup la question entre est-ce que du coup on rajoute, on surélève, on densifie, ou est-ce qu'on part sur un étalement urbain, c'est-à-dire on dépasse on agrandit la métropole de Strasbourg, quoi. Enfin, en gros, Non, mais il y a des choses autour de Strasbourg. Chez le Tighem, tu penses qu'ils vont accepter que Strasbourg mange chez le Tighem? Ça, c'est une question, justement, parce que du coup, c'est pas les mêmes... moi, je te dis que c'est pas possible, parce qu'aujourd'hui, je sais que la municipalité actuelle, il y a des adjoints qui m'en ont parlé. À Eilkirch, c'est compliqué pour eux d'accroître justement l'accessibilité pour les personnes qui aimeraient être logées à Eilkirch, tu vois, même si c'est juste à côté. C'est pas parce que tu es dans la même métropole, c'est vrai que Strasbourg, il y a cet avantage de l'Eurométropole, mais chaque commune a ses règles, quand même. Donc voilà. Donc je pense que non, tu pourras pas y tirer, tu pourras pas aller plus loin. Ça c'est certain. Effectivement, moi je suis allé à une conférence l'autre jour à l'INSA où il parlait justement d'élever les bâtiments. C'est-à-dire que là, sur ce bâtiment-là, tu pourrais rajouter 2-3 étages, tu vois. Mais ça a un coût. Bien sûr. C'est des travaux. Ça prend du temps. Qui va payer? Les logements sociaux qui payent. C'est toi qui va payer. Tu vois. Et il y a d'autres solutions pour le moment. Effectivement, un jour ou l'autre, on va devoir arriver à ce stade où il faudra, quand il y a trop de monde, il y a trop de monde, c'est comme ça. Il va falloir peut-être à ce moment-là penser à élever les bâtiments. Mais aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Aujourd'hui, il y a des logements vacants. Aujourd'hui, il y a des personnes qui profitent du système. On s'occupe déjà de ces cas-là. Et je pense que déjà là, tu tiens facile 15, 20, 30 ans. Et après, effectivement, tu veux monter. Bon, j'ai abusé, pas 30 ans, 15 ans. Et après, tu penses aux autres solutions. Ok. Merci pour cette précision sur ta politique du logement. Maintenant, où est-ce que tu nous amènes? C'est quoi le troisième lieu? Maintenant, on va aller au quartier de l'Elzo, là où tout a commencé pour MPI. D'accord. Voilà. Donc c'est par là-bas. Mais je crois qu'il n'y a pas de bus. Vous avez vu, il n'y a pas de bus le dimanche.